je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Rami Bettier, CEO de Carrefour France. Bonjour Rami, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé. Je vais démarrer par te présenter dans les grandes lignes pour les rares personnes qui te connaîtraient pas dans notre audience. Donc, tu es né au Liban, tu as fait le début de tes études là-bas parce que tu as été finalement bien classé dans tes études au lycée. Tu as obtenu une bourse pour venir étudier en France à l'école de commerce de Compiègne, précisément. Ensuite, tu as continué tout au long de ta carrière à te former, à faire d'autres MBA en continu. Et puis, pour arriver sur la sphère vraiment entreprise, tu es ce qu'on appelle un bébé Carrefour. Donc, tu as commencé en stage chez Carrefour. Tu as été rapidement repéré parce que tu avais créé un algorithme qui permettait d'automatiser les commandes, les stocks et donc de faire gagner du temps à beaucoup de gens. Donc, ça a été vraiment le démarrage. Et puis ensuite, il y a eu un long parcours international avec un passage en Pologne, en Turquie, en Roumanie pour ensuite prendre la direction de Taïwan, puis de l'Argentine, dont on se parlait tout à l'heure, puis de l'Espagne, et puis enfin, tu es CEO de la France et donc membre du board depuis 2020, si je me trompe pas. Et en parallèle, tu es également réserviste colonel dans l'armée de l'air, tu es très engagé sur une partie des sujets humains qui nous intéressent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais envie de te proposer vraiment d'être notre première invitée. Et dans ton engagement, tu parles justement beaucoup de aimer les gens, être en proximité avec les salariés, mais surtout être promoteur de tout ce qui va être égalité des chances, notamment via l'école des leaders à laquelle tu as contribué. Est-ce que sur les premières lignes, tout ceci est correct? Est-ce que tu as envie de rajouter des choses? Eh bien, c'est complet et c'est parfait aussi. Merci beaucoup pour cette présentation qui m'honore. Merci beaucoup. Et du coup, j'avais envie de te poser, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question supplémentaire pour aider les gens, encore une fois, qui te connaissent pas bien à en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui, qui n'est pas déjà ressorti 10 fois dans toutes les interviews précédentes? Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi de supplémentaire? Alors, pas grand-chose de supplémentaire. Moi, je préfère répondre aux questions de par ma nature humble, on va dire. Mais quand tu as parlé effectivement de l'amour des gens, l'amour de servir, donc ça c'est quelque chose qui est en moi. Et effectivement, donc il y a l'école des leaders, mais aussi je suis parrain d'une classe d'élèves de 3e à Nanterre, parrain d'un programme qui s'appelle Havas Kids avec la société Havas, où je parraine donc ces élèves, je réponds à leurs questions, j'essaie de les inspirer pour choisir un chemin adéquat à leur personnalité. J'en suis assez fier. Également, je suis parrain de certains jeunes, plutôt 19 ans, 21 ans, de la ville de Roubaix. Okay. Donc, effectivement, des personnes que j'accompagne, que je soutiens pour qu'ils trouvent des stages. Je réponds à leurs questions. Je les aide à trouver les codes pour s'intégrer. Et aussi, ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier et content. Et également, je suis membre du conseil d'administration, en fait, du board d'une association américaine internationale qui s'appelle LEAD, L-E-A-D. Cette association, elle vise à défendre la parité dans les entreprises, non seulement au niveau de base de la société, mais aussi dans le niveau le plus haut des entreprises, donc les COMEX, les CEO, les directeurs de format, la RH. Donc, on est autant de directrices que de directeurs dans les entreprises françaises, américaines, internationales. Et moi, ma fierté, c'était d'avoir été le premier homme faisant partie du board de LEAD. Ok, merci beaucoup pour ces éléments supplémentaires que j'avais pas en tête. Effectivement, c'est des vrais sujets aujourd'hui sur lesquels on se rejoint, en tout cas le travail sur la parité et les sujets effectivement sur l'accompagnement des jeunes et notamment beaucoup plus tôt pour les aider à trouver leur voie. Je pense qu'il y a énormément de besoins à ce niveau-là, donc c'est évidemment très intéressant. Je vais nous transposer un petit peu plus tard du coup dans la vie professionnelle parce qu'aujourd'hui on a au quotidien des interlocuteurs du monde des RH, du monde du talent management qui nous donnent leur point de vue sur les enjeux humains de demain. Et la raison pour laquelle je voulais te proposer d'intervenir ici, c'est vraiment aussi pour avoir la vision du dirigeant. Selon toi,
les 3 premiers enjeux qui te viennent en tête quand je te parle des enjeux people du futur, ce serait quoi? Alors, quand il s'agit des hommes et des femmes dans l'entreprise, là, on est en train de parler d'un pilier principal. J'ai 5 piliers qui font partie de ma conviction. Donc, pour réussir un business, pour redresser une entreprise, pour aller chercher de la croissance. Donc, le client, le salarié, l'actionnaire, la planète et les institutions. Voilà mes 5 piliers. Donc, quand on parle des hommes et des femmes qui font le travail dans le quotidien, on est en train de parler d'un pilier indispensable. Je considère qu'un salarié heureux, ça fait un client heureux. Et un client heureux, ça rend l'actionnaire heureux. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Et pour moi, la satisfaction, l'émancipation des salariés, elle est principale. Ma conviction est que le salarié, il demande pas la lune. Et ce qu'il dit paye-moi bien, traite-moi bien et passe du temps avec moi. Donc le salarié, il veut qu'on le paye correctement, plutôt justement. Donc si son collègue à côté ou sa collègue à côté est mieux payé pour un moins de risque, ou moins de responsabilité, au moindre travail, au moins de performance, c'est clair que c'est pas une situation très juste. Et donc ça provoquerait un sentiment d'injustice. Traite-moi bien, c'est comment me dire bonjour, comment me sourire, comment me soutenir, comment me former, me donner les moyens, les outils, et passe du temps avec moi. C'est pour m'écouter, avoir de l'empathie, m'aider à dépasser mes échecs. Et donc tout cela, pour moi, ça représente les éléments principaux pour atteindre l'émancipation des salariés. Et donc pour moi, c'est hyper important de garantir la justice sociale au sein des équipes à travers paye-moi bien, traite-moi bien et passe du temps avec moi. Et donc dans le passe du temps avec moi, eh bien on crée des ponts entre la catégorie des employés, la catégorie des cadres, et entre la catégorie des cadres et la catégorie des top management ou dirigeants. Moi-même, j'ai donné mon adresse email à l'ensemble des salariés, comme je l'ai donné aussi aux clients. Il est sur le site web. Et n'importe quel salarié de mes 150 000 salariés en France, ils peuvent m'écrire. D'ailleurs, il y en a qui m'écrivent et qui me posent des questions. Et moi, naturellement, je réponds avec bonheur. Également, j'organise des tables rondes. Et c'est ce que je préconise d'ailleurs à mes managers, c'est d'organiser des tables rondes pour, en fait, éliminer le fossé qu'on peut avoir avec la base. Pendant ces tables rondes, j'invite tous ceux et toutes celles qui veulent se connecter et se joindre à moi. Ils envoient les questions à la personne qui anime la réunion. Moi, je découvre les questions souvent lors de la table ronde. Quand il faut préparer les réponses parce qu'il y a certains chiffres, on me demande de les préparer à l'avance. Donc, en fait, des tables rondes, j'en ai fait 2 cette semaine. J'en ferai probablement la semaine prochaine. C'est hyper important pour moi de le faire comme ça. Je le fais pour l'émancipation des salariés, mais aussi, je reconnais qu'il y a un bienfait important. Je crois que le directeur général, à son poste, de là où il est, où elle est, eh bien, on peut pas savoir plus de 5% de la réalité. Comme on peut pas aller un peu partout, je crois que cette connexion avec la base, à travers les salariés, la communication permanente, l'écoute permanente, avec les salariés, qu'ils soient des cadres intermédiaires, des directeurs ou des employés, eh bien, c'est indispensable pour augmenter notre niveau de savoir et notre niveau de données, de connaissance des données qui nous permettront de prendre les bonnes décisions. Plus on est proche de la base, plus on augmente notre savoir-faire et donc ça nous permet de prendre les bonnes décisions et c'est ce qui fait que les patrons qui sont proches de la base, eh bien, ils se trompent rarement. Et donc, ce qui fait gagner du temps. Parce que, en se précipitant, on peut commettre des erreurs. Et puis, finalement, pour corriger les erreurs, il faut encore plus de temps. Donc, finalement, on finit par arriver en retard. Et donc, je crois que cette proximité a 2 bienfaits. Le premier, c'est la proximité avec l'équipe. Et le deuxième bienfait, eh bien, c'est la qualité des décisions du manager. Si tu me permets de donner une synthèse à la relation avec les salariés, pour moi, c'est 1 dose d'exigence, 2 doses de bienveillance. Donc, il faut être exigeant dans une boîte. Parce qu'on est là pour atteindre un objectif, on a une raison d'être. Et tout cela doit être fait dans un cadre bienveillant.
Et pour moi, c'est indispensable. Hyper intéressant. Et du coup, ce que je comprends, c'est que pour développer cette proximité, pour garantir cette émancipation des salariés, il y a tout un sujet sur le management et la qualité du management. Est-ce que tout le monde va être capable de développer cette proximité dont tu parles et visiblement que tu mets aussi en œuvre, puisque tout le monde peut écrire un mail, ce qui est quand même pas le cas de tous les dirigeants, je pense, de structures de la même taille. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont en train de bouger? C'est-à-dire que j'entends de ton parcours, c'est que cette dimension de proximité, elle a toujours été forte dans ce que tu as envie d'instaurer avec les équipes. Est-ce que tu imagines qu'il va y avoir des choses qui vont vraiment évoluer dans la façon d'adresser ces enjeux humains pour les années à venir? Je pense que c'est en train de bouger dans ce sens-là, dans le sens de la proximité. Encore plus? Je pense que fini maintenant, c'est vraiment has-been, c'est une vieille école maintenant. Le patron avec son journal, tout seul dans son bureau, il faut toquer 4 fois pour lui parler. Moi, je crois que c'est fini. Pour les 2 raisons que j'ai présentées. Parce que si je prends une société comme Carrefour, nous sommes 150 000 personnes. Quel processus permettrait de contrôler le travail ou de motiver 150 000 personnes? Moi, je travaille aussi avec l'armée de l'air française. C'est pas possible de garantir la motivation de chacun. Alors que, en passant par l'émancipation, en diffusant une culture de bienveillance, et en garantissant un climat de confiance au sein de l'entreprise et au sein de l'équipe, eh bien, chacun trouve son bonheur. Je crois que l'objectif principal maintenant d'un patron ou d'une patronne d'une entreprise, eh bien, c'est que les salariés, l'ensemble des salariés, arrivent au travail avec le sourire. Et je pense que cet objectif-là, il devient l'objectif principal. Le reste, c'est hyper important, mais sûrement moins important que celui-ci. Parce que lorsque je donne les conditions, je donne les moyens pour réussir, les gens, ils vont réussir. Ils vont être créatifs. Et la créativité va être mise en avant. Tu sais, dans une société où le climat, il n'est pas bienveillant, les gens qui ont de bonnes initiatives, eh bien, ils sont cachés. Ils sont critiqués. Ils sont réprimandés. Et des fois licenciés. Et dans les sociétés où le management a réussi à installer un bon climat, une bonne ambiance de confiance, les gens qui font du bon travail exceptionnel, les gens qui sont créatifs, quand il y a une bonne idée, eh bien les autres vont les aider à faire savoir cette idée-là. J'ai mis en place une idée depuis plusieurs années que j'ai appelée le Bravo Meeting. Okay. J'ai appris ça à Silicon Valley chez nos confrères américains. Une fois par mois, nous invitons les salariés qui ont fait un travail exceptionnel, qui a dépassé leur contrat de travail, eh bien, pour leur donner un diplôme qui s'appelle le Bravo, mais aussi, on va leur donner un petit cadeau financier, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment les mettre en avant. La dernière fois, l'animatrice du Bravo Meeting, elle m'a dit, il y a un jeune bravoté, il est venu avec sa maman. Oh. Moi, je trouve ça généreux, joyeux, génial. Donc, en fait, c'est tout un état d'esprit, en fait, à installer. Je pense que les entreprises vont vers ça et doivent aller dans cette direction. Effectivement, je pense que c'est une culture de la reconnaissance et du feedback positif qu'on retrouve parfois un petit peu plus côté US que chez nous, même si on essaye de travailler dessus. J'ai envie de rebondir sur la bienveillance parce que ça fait vraiment écho ce que tu dis avec une discussion que j'ai eue ce matin même avec un autre invité du podcast qui me disait la bienveillance, j'ose même plus en parler parce qu'il y a tellement d'entreprises qui en ont parlé sans forcément mettre la bonne définition derrière que on sait plus trop à quoi s'attendre. Concrètement, quand toi tu parles de bienveillance dans le management, ça ressemble à quoi? Comment est-ce que ça s'incarne en fait? Alors, de manière très 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 concrète, peut-être que tu as entendu parler d'une méthode que j'ai mise en place qui s'appelle le 5-5-5. Mm-hmm. Donc le 5-5-5 client, 15 engagements pour le client. Le 5-5-5 salarié, 15 engagements pour le salarié. Et on a écrit le 5-5-5 bienveillance. Et donc 15 actions, 15 engagements pour garantir un contexte bienveillant au sein de l'entreprise. Ce 5-5-5 bienveillance, il est affiché dans les salles de réunion. Et donc, quand il y a une sortie du rail, eh bien, tout de suite, ça nous rappelle effectivement ce 5-5-5 bienveillance. Pour moi, le 5-5-5 bienveillance, c'est la manière de demander la chose. C'est aussi l'empathie. C'est aussi l'écoute. C'est la confiance. Tout ça ensemble, eh bien, ça fait la bienveillance. Le fait de donner les moyens, ça fait partie de la bienveillance. Le fait de soutenir, de défendre ses collaborateurs, ça aussi c'est bienveillant.
Donc, il y a une manière de demander la même tâche. Fais ça, ou est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Donc, c'est la même chose. On va arriver peut-être au même résultat. Mais le fait de le demander différemment, on va y arriver avec un résultat plus garanti, une qualité plus assurée et surtout un salarié plus heureux, on va dire, en évitant tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec le burn-out, les difficultés qu'on peut trouver dans les sociétés. Ok, c'est hyper intéressant et c'est vrai que la question que j'ai envie de te poser, je travaille du coup au quotidien avec des DRH qui parfois me disent que c'est difficile de reconnecter toute leur politique RH, tout ce qu'ils font pour les gens avec les enjeux business de l'entreprise et parfois c'est difficile pour eux aussi de convaincre leurs dirigeants quand ils n'ont pas les mêmes convictions justement d'investir sur tous ces sujets-là. Quels seraient les conseils que tu aurais envie de donner justement à un DRH pour convaincre ses dirigeants sur tous ces sujets? Je crois que les questions RH sur les hommes et les femmes d'une entreprise ne s'opposent pas avec les résultats financiers de l'entreprise. Car ils sont alignés. On ne peut pas obtenir une croissance durable sans investir sur les hommes et les femmes de l'activité. On ne peut pas améliorer les résultats de la société sans garantir l'émancipation des salariés. Ils ont fait un test. Ils ont demandé à un groupe de personnes, dans une étude Harvard, de faire une tâche, mais sans donner plus d'informations, de formation, de communication. Et puis ils ont demandé au même groupe de personnes de faire une autre sorte de tâche, mais avec des objectifs, des jalons, des primes, une visibilité et puis avec une présence managériale. On s'aperçoit que la deuxième tâche a été faite de manière plus correcte, plus rapide, plus directe. Donc, on veut pas faire cela pour justement être gentil. Effectivement, il faut être gentil dans l'entreprise, mais c'est pas l'unique raison. Moi, je crois que l'émancipation des salariés et les résultats de l'entreprise sont alignés. Donc, c'est pour ça que je les mets dans les 5 piliers. Le client, le salarié, l'actionnaire, la planète et les institutions. S'il y a un pilier qui manque, eh bien, c'est comme s'il manque un compartiment au bateau, et bien le bateau il pourra pas avancer. Ouais, c'est intéressant effectivement. Il y a cette étude-là, il y a aussi beaucoup d'études qui parlent du coût du désengagement des salariés dans des entreprises qui n'ont pas suffisamment pris soin de ça, et c'est un coût qui est énorme. Donc il y a en tout cas effectivement beaucoup de faisceaux d'indices qui vont dans la direction de ce que tu dis. Tu me disais tout à l'heure que ce qui était important, en fait, parmi ces 3 axes, il y avait le fait d'être traité de façon juste. Et j'ai envie de revenir sur ce sujet qui te tient à cœur, puisque effectivement, tu t'es aussi beaucoup engagé sur l'école des leaders et ce genre de sujet qui parle de justice dans la façon dont on va promouvoir aussi les gens en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Pendant que tu posais la question, je pensais à l'aspect formation. Par moment de crise et en période de crise, les sociétés ont tendance à réduire les coûts. Et fort malheureusement, je constate que certaines sociétés, elles commencent par réduire le budget formation. Alors que, à mon sens, c'est le budget qu'il faudra protéger. C'est le capital humain qui est le capital du futur de l'entreprise. Et donc c'est pour cela, j'ai mis en place l'école des leaders. L'école des leaders est une école qui permet à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas de CV, eh bien, de se présenter. À tous ceux et toutes celles qui ont raté le premier train, eh bien, de prendre un deuxième train. À tous ceux et toutes celles qui n'ont pas eu un premier train qui est passé dans leur vie, eh bien, d'en avoir un. Et donc, aujourd'hui, une hôtesse de caisse ou un hôte de caisse, sans CV, ils peuvent lever la main et dire « Je suis motivé, je veux assumer plus de responsabilités au sein de l'entreprise ». Donc, ils sont pris dans une école qui s'appelle l'école des leaders, parce qu'on cherche l'engagement, on cherche la motivation et la volonté d'évoluer. Et ça, il n'y a aucun diplôme qui le remplace. Ils suivent une formation académique, une formation pratique. Nous avons signé avec l'Université Dauphine une coopération qui permet à des professeurs Dauphine d'enseigner nos élèves de l'école des leaders. Et aussi, les membres du COMEX, y compris moi-même, nous participons à l'enseignement pratique et aussi académique de ces élèves. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que nous avons plus de 1000 élèves maintenant qui font déjà partie de l'école des leaders en France, dont 600 diplômés de Carrefour et de l'Université Dauphine. Et voir la satisfaction de toutes ces personnes
obtenant leur diplôme, c'est juste remarquable. Je me rappelle de cette dame de 54 ans, encore jeune, et elle me dit, j'aurais jamais pensé à mon âge que j'allais avoir la possibilité de devenir cadre. Eh bien, l'école des leaders m'a offert la possibilité et maintenant je suis cadre. Donc, elle prend ça avec énormément de fierté et énormément de satisfaction. Et effectivement, c'est beau parce qu'il y a un plafond pour certains, dans certaines entreprises qui n'ont pas eu le parcours initial et qui restent bloqués à un certain niveau. La question qu'on me pose beaucoup aujourd'hui en entreprise, c'est qu'en est-il des nouvelles générations et de la transformation de leurs attentes? Est-ce que finalement, une entreprise comme Carrefour va devoir changer des choses pour continuer à être attractive par rapport à ces populations-là? Alors bien sûr qu'ils auront toujours besoin de bienveillance, d'équité dans le traitement et qu'ils sont plus sensibles que jamais, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont changer par rapport à la façon de les attirer ou de les retenir aussi? Pour moi, le changement est permanent. Je me rappelle encore ma grand-mère qui me disait quand j'étais gamin, oh Rami, si tu savais comment le monde il a changé. Donc je crois que le changement est permanent. Quand j'ai commencé chez Carrefour, pareil, on m'a expliqué qu'on ne gérait plus comme avant. Maintenant, la différence, c'est que ce changement, il y va de manière accélérée. Avec tout le digital, l'accès aux données, aux réseaux sociaux, avec ChatGPT maintenant, je veux dire, on a un accès immédiat et rapide et complet à l'information, ce qui n'était pas disponible avant. Donc ça veut dire que ce changement, eh bien, il s'opère de manière très rapide. Aujourd'hui, les nouvelles générations, il faut comprendre. À l'époque, il y a quelques années de ça, lors d'un entretien de recrutement, c'est plutôt le recruteur qui posait des questions. Maintenant, c'est les deux qui posent des questions. Avant, c'était le recruteur qui décidait s'il voulait travailler avec toi ou pas. Maintenant, c'est toi qui décides. Est-ce que je veux vraiment travailler pour cette société ou pas? Et donc, sur la base de quoi? Sur la base de données nouvelles, de projets nouveaux. La planète, l'environnement. Maintenant, les jeunes, ils veulent savoir pour quel type de société ils vont bosser. Pour quel type de manager ils vont sacrifier des années de leur vie. Les jeunes, ils veulent savoir l'argent de la société, dans quel produit il est investi, quel est le purpose, quelle est la raison d'être, et est-ce qu'ils en seraient fiers par rapport à leurs valeurs. Parce qu'il y a une évolution des valeurs. Je crois qu'il y a quelques années de ça, la valeur travail et loyauté par rapport à une entreprise était au top de la liste des valeurs. Aujourd'hui, la valeur travail et la loyauté sont toujours là, mais elles ne sont plus en première place. Et donc, il y a d'autres valeurs qui ont pris la place, comme l'environnement, mais aussi comme l'entrepreneuriat. Il y a énormément de jeunes qui veulent avoir la main aussi dans leur société, la capacité de prendre des initiatives, la possibilité d'inventer quelque chose, d'apporter une brique à l'édifice, quitte à devenir entrepreneur. Et nous, on le voit, chaque année, nous ouvrons entre 250 et 300 nouveaux magasins et nous proposons à des locataires gérants, à des franchisés, de gérer ces magasins. Et on le voit à quel point ils sont satisfaits de prendre une affaire aussi petite qu'elle soit, comme un Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Montagne, et de gérer cela à leur manière, et manager les équipes, etc. Donc il y a beaucoup plus une volonté de prise de risque et une tendance à atténuer les choses, à relativiser. Et donc, il y a longtemps, le chef était pas content, on dormait pas la nuit. Maintenant, on dort bien. C'est pas la question qu'on se pose le soir en tout cas, parce que avant, pour chercher un boulot, c'était la croix et la bannière. Maintenant, pour chercher un boulot, vous avez LinkedIn, vous avez les réseaux sociaux, vous connaissez du monde, et donc ça va beaucoup plus vite. Et donc, on relativise et on peut trouver des solutions plus rapidement. Les générations continueront à évoluer et à changer. Je pense que les besoins dans 5 ans, 10 ans seront plus les mêmes. Ce changement, il va en s'accélérant. Merci beaucoup. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure quel conseil tu donnerais à un DRH par rapport à tous ces sujets people. On a dans les gens qui nous écoutent des dirigeants comme toi, mais de structures moins matures, qui ont peut-être moins eu le temps jusque-là de réfléchir à tous ces sujets. Si tu devais donner un conseil, et notamment on a des dirigeants dans notre audience de start-up, de TI, qui sont sur leurs premières expériences entre guillemets de dirigeants, qu'est-ce que tu aurais envie de leur conseiller? Un conseil, c'est la méditation en équipe, le brainstorming en équipe. Je crois que la somme des cerveaux est beaucoup plus forte qu'un très très bon cerveau. Et donc le fait de réunir l'équipe, de prendre du temps
Et j'ai expérimenté une chose récemment. En fait, une réunion qui est organisée où chacun y va dans les bois et pendant 1 heure et on réfléchit. Je pense que la réflexion en équipe, les rencontres, ça n'a pas de prix. Et je crois que moi, je suis un adepte de Meet, Zoom, etc., des réunions, parce que ça fait gagner du temps. Mais il ne faut pas du tout oublier et perdre de vue l'importance des rencontres, des pauses, des échanges entre les gens. Et je pense que la somme des compétences est plus importante qu'une grande compétence d'une seule personne. Donc, un grand directeur général ou un fondateur d'une petite start-up, eh bien, c'est la même chose. Tout seul, on ne réussit pas à faire grand-chose. Mbappé tout seul, même si c'est l'as des joueurs, Messi tout seul, peuvent rien faire. On a tous besoin d'une équipe et l'équipe aussi a besoin de nous. C'est ça mon conseil. C'est rester dans l'équipe tout en ayant la tête dans la stratégie. Mais sachez qu'une stratégie sans exécution, c'est un livre dans une librairie. Et une exécution sans stratégie, eh bien, c'est une vitesse sans avoir la direction. Donc, on ne sait pas si on va dans la bonne direction. Donc, c'est pour cela, il faut les deux. Mon conseil, mon point que je peux partager, eh bien, c'est d'avoir les deux. Cette capacité à penser stratégie et cette capacité à toucher du doigt. Est-ce que mon salarié, est-ce que mon client, il vit la stratégie que j'ai décidée? Si la réponse est oui, ça veut dire que ma stratégie, elle est bien écrite, elle est bien exécutée. Si la réponse est non, il faut retourner dans la chaîne et détecter les maillons là où ça n'a pas fonctionné. Les patrons qui écrivent la stratégie et qui attendent l'exécution, ça ne marche pas. Les patrons qui vont exécuter immédiatement sans réfléchir, ça ne marche pas. Il faut les deux. Et je pense que pour réussir les deux, il faut le faire ensemble. Et savoir effectivement naviguer entre les deux niveaux, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui ressort comme toujours un point critique dans les entreprises. Comment est-ce qu'on va être capable de, naviguer dans l'incertitude, l'ambiguïté, etc. Mais comment est-ce que, d'une façon générale, les managers vont faire cet aller-retour dont tu parles entre la stratégie et la connexion avec le terrain, en fait, quelque part? Eh bien, l'ambiguïté, c'est la différence entre le 100% et le 5%. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que un patron, il sait 5%. Et donc, cet écart, c'est l'ambiguïté. Comment je peux éliminer l'écart? Eh bien, en me rapprochant de ce qui se passe réellement. Mais qui sait ce qui se passe réellement? Le client, le salarié, le fournisseur, le concurrent, les associations, les médias, les institutions. Et donc, plus on descend de sa tour, moins il y a d'ambiguïté. C'est comme une vision que vous avez d'en haut. Eh bien, plus vous zoomez, plus vous voyez, jusqu'à voir la couleur du jouet du bébé dans le jardin. Et donc, c'est pour cela, il faut à chaque fois avoir cette capacité d'être en haut, mais aussi de descendre pour justement éliminer cette ambiguïté. Parce que cette ambiguïté ne nous permet pas de décider la vitesse, de décider la bonne direction, de prendre les virages correctement. Plus on descend, plus on bénéficie d'un paysage éclairé. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est un bon rappel à rester les pieds sur terre. Donc, c'est assez inspirant. Et la tête dans les étoiles. Et la tête dans les étoiles, c'est exactement ça. Et surtout, je trouve que ça reboucle bien avec ton idée de démarrage qui est de créer de la confiance parce qu'effectivement, pour aller plus loin que ces 5%, il faut aussi être capable d'avoir cette écoute, en fait, quelque part. On a fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a une autre question qu'on ne pose pas souvent dans ce type d'interview et à laquelle tu aurais aimé répondre? Peut-être sur la formation continue. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime l'enseignement, qui aime former, qui aime partager, mais aussi j'aime me former. Donc, j'aime retourner au banc d'une classe et étudier un thème qui m'intéresse, mettre à jour un niveau d'information. Et donc, tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière, j'ai donné beaucoup d'importance et je me suis fixé un nombre de jours annuels pour suivre un programme dans une école, dans un pays, en immersion, de manière à compléter ma formation et mettre à jour ma formation. Donc je crois que on pense que tel directeur général, ça y est, non. On n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé. Donc l'année dernière,
Le président de l'entreprise, Alexandre Bompard, m'a octroyé effectivement la possibilité d'aller passer une formation diplômante chez Harvard. Cette année, au mois de juin, je pars à Londres aussi pour une semaine de formation. Et il y a quelques années, je suis parti au Japon. Et donc, cette formation continue à travers la lecture, à titre personnel, mais aussi à travers des sorties académiques ou des immersions expérimentales, je pense que ça, c'est hyper important. Je pense que ça, c'est une question qui mérite d'être abordée pour inciter les dirigeants qui sont en reconversion ou ceux qui parlent d'ambiguïté, eh bien, de sortir et d'apprendre. Tout à l'heure, j'étais au salon de la relation client. J'ai parlé avec 3 startups et tout de suite, ça donne des idées, ça aide à ouvrir l'esprit et à penser effectivement à des solutions pour demain. Donc, partagez votre savoir-faire et continuez à apprendre parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Ouais, c'est un très bon conseil. On aurait pu se poser la question de toutes les routines qu'on demande en général aux dirigeants. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu gardes un équilibre de vie privée, vie professionnelle? Et on a déjà entendu dans une autre interview que c'est quelque chose auquel tu es aussi très sensible. Mais je pense que cette routine-là, qui est d'apprendre en permanence, notamment parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le changement continue et va toujours un petit peu plus vite, c'est une condition de survie, en fait, pour tout le monde. Et il faut pas attendre d'être justement dans la reconversion pour se poser cette question-là. Absolument. Merci beaucoup, Rami. Merci. Je t'en prie. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.